Dans l'âge de Sigmar, la magie est quasi omniprésente et imprègne la majeure partie des 8 royaumes. C'est une énergie mystique et volatile qui peut se trouver dans quasiment tous les environnements des royaumes mortels. Que ce soit dans l'air, dans la terre, dans les mers et même dans la faune et la flore. Que ce soit par des mages ou des phénomènes mystiques naturels au royaume, ces énergies peuvent donner naissance à de fabuleux prodiges ou des catastrophes cauchemardesques. La magie est assez inégalement répartie dans les royaumes. Ces énergies sont généralement plus diluées vers leur centre et bien plus concentrées vers leurs extrémités. Mais c'est donc aussi là que la magie est la plus instable. Très peu de ceux qui s'y ont aventuré en sont revenus, mais ceux qui ont cette chance ne sont jamais revenus entiers, que ce soit de corps ou d'esprit. Il y a aussi certains endroits qui attirent naturellement les énergies magiques, comme les lieux de pouvoir, les lignes géomantiques, les temples de divinité ou les portes royaumes. Il y a différentes théories quant à l'origine de la magie. Les différents dieux du Panthéon ont enseigné aux races mortelles comment maîtriser les différentes facettes de la magie, mais ils n'en sont pas eux-mêmes à l'origine. La Collégiale des Arcanes, l'une des plus grandes institutions de mages des royaumes originaires d'Azir, théorise que les différents types d'énergie magique proviennent d'un ancien monde détruit et qu'elles se seraient ensuite condensées pour former les royaumes mortels. Selon eux, les royaumes seraient donc les facettes de la magie elle-même ayant pris forme physique. Il existe aussi d'autres théories un peu plus farfelues, comme celle des tribus sauvages des peaux vertes, qui croient que la magie proviendrait des indigestions qu'aurait eu Gorka Morka après avoir dévoré des monstres primordiaux qui sont apparus dans les royaumes mortels encore primitifs et auraient ensuite vomi la magie. Ce cas de figure a bien sûr très peu de chances d'être vrai, mais au vu de la capacité des peaux vertes à pouvoir matérialiser leurs croyances, ce n'est donc pas entièrement à écarter. Il y a aussi d'autres savants qui pensent tout simplement que la magie a toujours été et qu'elle est la composante même de la réalité. Les anciens Slann, quant à eux, prétendent que la magie vient d'être encore plus ancien que les dieux et qu'elle est très étroitement liée à une lutte éternelle entre ces êtres et la menace corruptrice du chaos. De par leur ancienneté, ils ont très probablement le plus de réponses à ces questions. Mais quoi qu'il en soit, le fait est que les 8 royaumes sont liés à 8 facettes de la magie qu'on nomme aussi les 8 vents de magie. Les énergies de chacun semblent avoir une couleur ou une nuance dominante et contient des caractéristiques élémentaires ou des concepts qui lui sont liés. Cela dit, en plus de ces 8 domaines de magie, il existe aussi d'autres types de magie. Ces 8 domaines avaient déjà les mêmes noms et à peu près le même fonctionnement dans l'ancien monde, à ceci près qu'il y a certains éléments qui ont changé. Car à la base, les 8 vents de magie avaient pour source les royaumes du chaos. Les sortilèges seraient d'ailleurs même d'anciens fragments de Tsench, le dieu du changement. Du temps où il était encore entier, il était le plus puissant des 4 dieux majeurs du chaos. C'est pourquoi ses 3 frères se sont ligués contre lui et ont réussi à le briser en une myriade de fragments. C'est pourquoi lorsque les mages usaient maladroitement ou dangereusement de la magie, de très dangereux contre-coups pouvaient se manifester sous la forme de mutations ou de corruption chaotique. C'est sur ce point que la magie dans l'âge de Sigmar va légèrement différer. Bien que cette différence n'ait jamais vraiment été adressée directement, le fait est qu'un faux pas magique dans les royaumes mortels semble moins provoquer des contre-coups en rapport avec le chaos, mais à la place, créer des catastrophes en rapport avec les domaines de magie eux-mêmes. Ce changement d'influence pourrait être supposément dû au fait que les vents de magie se soient détachés des royaumes du chaos lorsqu'ils sont devenus leur propre royaume, devenant en quelque sorte des entités indépendantes. Ceux qui sont sensibles à leur énergie et sont capables de les diriger peuvent devenir des mages. Les manipulateurs de la magie ont aussi différents noms en fonction des cultures, et chacune d'entre elles a aussi différents moyens de canaliser la magie. La plupart utilisent des incantations, des gestes, afin de lancer des sortilèges. La puissance de leur magie sera d'ailleurs augmentée lorsqu'ils lancent des sorts qui ont les mêmes énergies que les royaumes où ils se trouvent. Par exemple, un sort en rapport avec la flore sera plus puissant à Giran, le royaume de la vie. Ce gain de puissance peut aussi varier avec l'environnement, car il y a aussi différents endroits dans les royaumes qui ont une affinité avec certaines magies. Par exemple, un volcan, peu importe son royaume, même s'il n'est pas à Akshi, augmentera la puissance d'un pyromancien. Certains individus sont même doués d'une vision magique et sont capables de distinguer les différentes nuances de leurs couleurs à l'œil nu. Cela ressemble généralement à différents filins de couleurs traversant la matière. Ils peuvent même aussi différencier la magie des 8 royaumes aux différentes magies corrompues, qu'ils voient généralement comme incolores ou comme une sorte de trou contre nature au milieu de la magie. D'autres ont aussi un don similaire mais qui ne se base pas forcément sur la vue et peuvent ressentir les différents vents de magie avec d'autres sens, comme l'ouïe ou l'odorat. Certaines machines ont aussi été
inventée afin d'observer la magie pour ceux qui n'ont pas ce don, comme les arcanoscopes par exemple. Il existe aussi d'autres domaines de magie en plus des 8 principaux, bien qu'ils soient la source de certains d'entre eux. Par exemple, le domaine de magie du Grand Bois des Sylvanes est intrinsèquement lié au vent de magie de la vie, Giran. De la même manière que beaucoup de magie sauvage des hordes de Gorkamorka sont liées au vent de magie de la bête, Gur. Certains autres domaines, quant à eux, ont l'air d'être des mélanges de différents vents de magie. Il y a aussi certains domaines qui sont des formes dénaturées de certains vents de magie, comme par exemple la nécromancie qui puise dans la magie de la mort, Shaish. D'autres domaines en revanche ne semblent pas liés aux 8 domaines principaux, et à la place sont liés à des entités ou à des phénomènes étranges. Par exemple, le domaine des profondeurs des Idonès, qui est lié à un phénomène nommé l'éther-mère, qui est présent dans les abysses de tous les royaumes. Il est d'ailleurs aussi théorisé que ces différents domaines pourraient être des vents de magie mineurs. Il y a aussi bien sûr la magie chaotique, qui est originaire des royaumes du chaos, et enfin il y a la magie divine que sont les miracles, qui ont pour origine les divinités. Bien qu'aussi la source du pouvoir de certains dieux est aussi liée à la magie de certains royaumes. C'est notamment le cas de certains dieux du panthéon de l'ordre, qui doivent leur ascension au fait qu'ils sont des incarnés, d'anciens mortels qui ont été liés au vent de magie. Cela n'a d'ailleurs pas été la dernière fois où la magie a permis à une créature mortelle de devenir une divinité. C'est notamment le cas de certains dieux animaux, ou encore Kragnos, le dieu des séismes et la fin des empires. Il doit son ascension à la fois grâce à la dévotion des mortels, mais aussi après avoir consommé la forme la plus condensée de magie, les pierres de royaume. Ce sont des substances de magie pure qui se forment à partir de la magie brute des royaumes. Elles apparaissent naturellement à leurs extrémités où la magie est la plus puissante, mais elles peuvent parfois aussi se former proches des centres, dans des lieux de pouvoir ou à l'intersection de lignes géomantiques, ou encore suite à des événements ou des phénomènes magiques particuliers. L'énergie qui en émane est tellement forte qu'il n'est même pas nécessaire d'avoir la vision magique pour pouvoir remarquer leur magie. Ces ressources ont énormément de propriétés et ont une valeur immense pour les races mortelles. L'existence d'un simple filon dans une région peut motiver la création d'une cité et apporter la fortune à un pays entier. Elles sont donc aussi naturellement la source de beaucoup de conflits et de guerres. Elles peuvent servir de source d'énergie pour des machines alliant la technologie et la magie, ou de focus arcanique pour les mages qui renforcent leur sort comme s'ils étaient dans le royaume qui équivaut à leur domaine de magie, et aussi dans la fabrication d'artefacts, d'armes et d'armures prodigieuses qui ont souvent vu beaucoup de batailles et sont si célèbres qu'elles ont des noms. Leurs qualités et leurs performances sont légendaires et peuvent parfois générer des sortilèges magiques, certaines permettant même à des non-mages de manipuler la magie. Cependant, les pierres de royaume et les objets qui sont faits avec sont très loin d'être sans danger, car le simple fait d'être en leur présence rend vulnérable à leur influence, pouvant causer des risques aussi bien pour le physique que pour le mental. C'est une forme de corruption des royaumes qui peut causer des changements mentaux et des mutations physiques liées aux différents éléments et concepts des 8 vents de magie. C'est pourquoi ces pierres sont aussi considérées comme maudites par beaucoup de cultures. Ces propriétés rendent aussi bien sûr leur extraction extrêmement dangereuse et souvent fatale pour les mortels qui cherchent à faire fortune en tentant de les extraire. Il existe aussi des formes alternatives de pierres de royaume, plus diluées et moins puissantes, ce qui les rend plus stables. On parlera de ces formes diluées et des pierres un peu après, où on va développer la magie spécifique de chaque royaume. Cela dit, il y a aussi des pierres de royaume qui ne sont liées à aucun des 8 royaumes, comme par exemple les fragments de la lance de Malus à Excelsis, qui consommée permet d'avoir des visions du futur. Il y a aussi la pierre de négation, qui est une pierre qui se forme dans le vide éthérique qui se trouve entre les royaumes, ou parfois dans des lieux où la magie est totalement absente. Elle a l'apparence d'une pierre noire et sombre, semblable à de l'obsidienne, qui donne aussi l'illusion d'émettre une lumière arc-en-ciel, qui résulte de sa capacité à consommer et désagréger la magie ambiante autour d'elle. C'est une pierre paradoxale car elle a des propriétés anti-magiques. Par conséquent, elle peut protéger des sorts, voire même les dissiper. On en fait parfois des menottes afin de neutraliser des mages, ou encore des coffres afin de pouvoir transporter des pierres de royaume magiques pour en limiter les dangers. Les armes faites avec cette pierre sont aussi extrêmement efficaces contre les entités faites de magie, comme les spectres et les démons. Malgré leurs propriétés, ces pierres ne sont cependant pas sans danger. Être trop longtemps exposé à leur contact peut provoquer des pertes de mémoire, allant jusqu'à même effacer la conscience de soi. Sur de très longues périodes d'exposition, la matière elle-même peut commencer à se dissiper. Une autre pierre de royaume qui est d'ailleurs bien connue et qui existait même déjà dans l'ancien monde est la Malpierre, la pierre corrompue qui est l'obsession des Skaven. C'est une pierre noire émettant une lueur verte maladive. La capitale des Skaven est d'ailleurs construite sur une immense couche de cette pierre.
pierre. Elle est la cristallisation des énergies magiques du chaos. Les Skaven s'en servent pour ses propriétés destructrices et mutagènes, ce qui leur servent à créer des armes crachant des éclairs et des abominations de chair monstrueuses en fusionnant des créatures entre elles. Mais que ce soit des machines ou des monstres, les résultats sont souvent instables et inconstants. Il existe aussi une autre pierre liée aux énergies du chaos, la varanite. Là où la malpierre est plus liée aux énergies de la ruine, la varanite est la corruption à l'état pur. Le moindre contact entraîne des mutations immédiates. Et ce, même si la matière n'est pas organique, pouvant transformer des objets en amas de chair informe. On la trouve principalement à l'Omnipoint, la place forte d'Archaon, l'élu éternel. Il projetterait d'ailleurs d'utiliser la varanite pour essayer de briser les défenses magiques d'Azir, le royaume des cieux. Ses propriétés transformatives ont aussi été utilisées par Morathi dans son rituel pour devenir une déesse. Les pierres de royaume sont vraiment des ressources vitales qui sont même capables, pour ceux qui savent les utiliser, de changer la face des royaumes. C'est notamment ce qu'a fait Nagash avec sa pyramide noire, faite avec la pierre de royaume de Shaiish, qui a donné lieu au nécroséisme et a aussi eu pour effet de changer le fonctionnement de la magie. Ce phénomène a été nommé par les mages l'Arcanum Optimar. Parmi tous ces effets, on a pu voir une augmentation du nombre de mages. Des individus sans aucun savoir arcanique ont soudain eu la capacité de lancer des sorts mineurs. Quant aux sorciers déjà accomplis, ils ont vu leur capacité être décuplée. Ils étaient soudain capables de lancer certains sorts instantanément qui étaient avant hors de leur portée. Ce changement soudain dans leur capacité magique a causé la mort de beaucoup de mages, qui en lançant des sorts se sont autodétruits avec leur propre magie. De nouvelles méthodes dans la pratique de la magie ont dû être développées pour pallier à ces changements dans l'arcane. Mais le plus grand changement de l'Arcanum Optimar a été les sorts persistants, d'immenses manifestations magiques qui ne se dispersaient pas avec le temps. Certains de ces sorts étaient lancés par accident, d'autres sont aussi apparus spontanément, tels des manifestations arcaniques naturelles des royaumes. Ces sorts semblent parfois avoir une volonté propre, certains même auraient atteint une forme de sentience, un peu comme des élémentaires de magie. Il n'était donc pas rare que ces sorts se retournent contre leur invocateur. Certains de ces sorts sont bénéfiques, mais d'autres sont aussi des formes destructrices inarrêtables. Et du fait qu'ils ne se dispersent pas naturellement, s'ils ne sont pas arrêtés, ils sont capables de dévaster des régions entières, à un tel point que le métier de chasseur de sorts est né, dont la tâche est de justement traquer et dissiper ces sorts dangereux. Différents sorts persistants sont apparus dans tous les types de magie, mais les plus communs sont ceux des 8 vents de magie. La magie bleue d'Azir est le domaine des cieux. Elle englobe plusieurs choses, comme les tempêtes, les nuages, le tonnerre et aussi les étoiles. Ceux qui sont adeptes de cette magie sont capables de manipuler ces éléments et certains sont même capables de voir l'avenir dans la voûte céleste. Ceux qui utilisent le plus ce vent sont les séraphons et les éternels de l'orage, qui ont même leur corps en partie constitué de cette énergie. La pierre de royaume d'Azir est le Célestium. Cette pierre ne se manifeste pas à la surface du royaume des cieux, mais au lieu de cela prend des formes d'étoiles filantes et de météores s'écrasant sur la surface. Un simple morceau est capable de créer un orage et d'obscurcir le ciel. Cette pierre est aussi parfois utilisée comme source d'énergie pour éclairer les villes. Elle serait aussi potentiellement utilisée dans le processus de création des armures et armes en sigmarite des éternels de l'orage et des armes en célestite des séraphons. Les coups portés par les armes ayant une grande quantité de célestium sont réputés pour ne pas infliger de douleur, à un tel point qu'on a l'impression qu'elles ne coupent pas ou n'ont aucun impact, jusqu'à ce que leur victime crache soudainement du sang et s'effondre quelques secondes plus tard, sans aucun signe de blessure apparente et avec leur armure encore intacte. Les armures en célestium, quant à elles, semblent faire entrevoir leurs porteurs les coups mortels de leurs ennemis une fraction de seconde en avance. Cependant, les mortels qui sont trop longtemps exposés au célestium finissent par voir leur esprit harcelé d'une myriade de visions futures possibles, les rendant incapables de vivre pleinement le moment présent. Le sort persistant d'Azir se nomme les rouages chronomantiques. Ce sont des engrenages flottants imbriqués entre eux qui montrent le passage des secondes, des années et même des éons, et qui tournent avec le rythme des cieux. Sur les plus petites roues dentées qui sont les plus rapides, le métal semble briller avec des reflets de lever et de coucher de soleil. Les plus grandes sont plus lentes et dans leurs facettes, on peut voir des forêts ou des villes grandir de leur naissance à leur fin. En fonction de comment les rouages tournent, ce mécanisme complexe peut influencer le déroulement du temps en le ralentissant ou en l'accélérant. Les mages dans les batailles s'en servent pour accélérer leurs alliés ou ralentir le passage du temps pour éviter les projectiles de leurs ennemis et ainsi gagner du temps pour lancer plus de sorts.
La magie de jade de Guiran est le domaine de la vie. Elle englobe tout ce qui tourne autour de la croissance, la guérison, la nature et les cycles. Généralement dans beaucoup de cultures, ceux qui pratiquent cette magie sont souvent des druides et des animistes. Les gardiens de la nature, les Sylvanesses, sont extrêmement liés à cette magie, ayant été créés par Alarielle, la reine éternelle et la déesse de Guiran. Sa pierre de royaume se nomme la pierre de cycle. Elle est connue pour constamment changer d'état. Elle ressemble à des éclats de glace vert émeraude, pour ensuite fondre en une flaque liquide qui s'évapore petit à petit et se solidifie de nouveau en glace. Les peuples sylvestres ont tendance à l'utiliser pour alimenter leur pierre gardienne. Il existe une forme diluée de cette pierre qui se nomme l'Aqua Guiranis, une eau aux propriétés curatives et revitalisantes. Elle est utilisée pour faire des potions de guérison, mais aussi dans l'agriculture, un peu comme une sorte d'engrais, car une sphère de cette eau peut apporter en quelques heures une récolte qui aurait mis des mois à pousser. De par ses propriétés, l'Aqua Guiranis est d'ailleurs une monnaie très utilisée dans les cités de Sigmar, surtout à Aqshy, le royaume du feu, ou encore à Shaiish, le royaume de la mort, où l'agriculture est très difficile. La pierre infusée dans des armes ou des armures semble constamment régénérer leurs porteurs, et même les faire grandir, augmentant leur masse corporelle. Ces poussées de croissance, cependant, accélèrent très rapidement la vieillesse, car cela consomme rapidement l'énergie vitale de leurs porteurs. Le sort persistant de Guiran se nomme le vif et saint émeraude, qui ressemble à une immense nuée d'insectes verdoyants. Ce sort est invoqué en canalisant les énergies arcaniques qui se trouvent dans les petites étincelles de vie entourées par la mort, comme les troncs d'arbres pourris et les cadavres en décomposition. Cette nuée cherche avec avidité les morts et les blessés. Une fois trouvés, ils se jettent sur eux comme une meute de charognards, en se tortillant entre les espaces de chair et d'os endommagés pour fusionner avec les tissus vivants et ressouder les tendons et les muscles, soignant les blessés et ramenant à la vie les défunts récents. Toute chair malade ou pourrie est dévorée par les saints, ce qui lui permet de se multiplier. La magie ambrée de Gur est le domaine de la bête. Elle tourne autour des bêtes, de la prédation, de la chasse et de la sauvagerie. Les mages qui la manipulent sont capables de faire appel aux bêtes, à canaliser l'animalité qui est en eux et aussi se transformer en forme bestiale. La plupart des chamans des forces de la destruction manipulent des domaines qui dérivent de cette magie. Sa pierre de royaume se nomme l'os d'ambre. Cette pierre n'est pas toujours facile à identifier car elle est semblable à des os fossilisés. Elle donne à leurs porteurs des capacités animales et un lien profond avec leurs instincts naturels, en augmentant aussi leurs différents sens. Mais sans surprise, une utilisation excessive peut retirer toute civilité d'un porteur et les transformer en prédateurs impitoyables, allant même jusqu'à leur donner des caractéristiques physiques animales permanentes. L'un des sorts persistants de Gur se nomme les mâchoires de Ravenac. C'est un sort prédateur qui se manifeste sous la forme de mâchoires dotées d'une faim insatiable qui n'existe que pour chasser et dévorer toute créature qu'elle pourrait attraper. D'après certaines croyances, les victimes qui sont dévorées par ce sort iraient nourrir la créature dont le sort porte le nom Ravenac, la bouche qui sommeille sous le monde. Un dieu animal qui serait emprisonné dans les profondeurs de Gur, le royaume de la bête. Certaines tribus sauvages l'associent à la grande gueule. Les hommes bêtes des hardes de bêtes du chaos, quant à eux, l'associent à leur supposé primogéniteur. La magie dorée de Shaman est le domaine du métal. Elle englobe les secrets de la métallurgie, le pouvoir de renforcer les métaux ou de les détruire, mais aussi c'est l'art de la transmutation et des altérations. C'est aussi la magie de l'alchimie et de la technologie, c'est pourquoi elle est sans doute la plus accessible par les non-mages. C'est d'ailleurs le cas des Caradrons qui ont utilisé toutes sortes de substances, comme l'éther or, pour créer toutes sortes de merveilles. L'éther or serait d'ailleurs potentiellement une forme alternative à la pierre de royaume de Shaman, que l'on surnomme la chamonite. En apparence, elle ressemble à du mercure liquide en lévitation. Elle possède d'incroyables propriétés transformatives et peut être utilisée pour créer des métaux avec des propriétés étonnantes. Les potions alchimiques créées avec elle ont des effets presque illimités. Les armes en chamonite peuvent changer de forme au milieu du combat par la volonté de leur porteur pour s'adapter à toute situation. Il en va de même pour les armures qui peuvent changer de forme et d'épaisseur pour pouvoir s'adapter à différents types d'attaques. Si un porteur est trop exposé à cette pierre, il finit par ne pas pouvoir s'empêcher d'agir de manière imprévisible. La magie rouge d'Aqshy est le domaine du feu. Elle tourne autour de la chaleur, de l'énergie et aussi des passions.
Sa pierre de royaume est la pierre de braise. Comme son nom l'indique, elle ressemble à des braises qui semblent briller éternellement. Elle émet des vagues de chaleur, mais aussi d'émotions intenses. Ceux qui sont exposés trop longtemps ont des poussées de colère incontrôlables, ce qui la rend très prisée par les hordes de cornes, même s'il s'agit de quelque chose de magique. Elle est aussi très recherchée par les pyromanciens, ainsi que par les pyrotueurs, qui en mélangent dans leurs runes pour décupler leur puissance. Elle est aussi utilisée comme source d'énergie pour d'immenses machines à vapeur, comme les tanks à vapeur et les immenses forteresses mobiles, les forts de rouages. Le sort persistant d'Akshi est le crâne incandescent. C'est un autre sort prédateur qui se manifeste sous la forme d'une tête de mort infernale qui attise ses flammes en consommant tout ce qui passe à sa portée et même les émotions fortes. Ce sort impétueux échappe souvent au contrôle de son invocateur. La magie d'améthyste de Shaiish est le domaine de la mort. Elle permet de manipuler l'âme, aussi bien celle des esprits que celle des vivants, et touche aussi les domaines de la finalité. Cette magie plane souvent autour des cimetières, des champs de bataille, des infirmeries, et s'infiltre aussi inexorablement en toutes choses au fur et à mesure. La pierre de royaume de Shaiish est le sable sépulcral dont on parlait plus tôt. D'après la légende, il existe un de ces grains de sable pour chaque vie dans les royaumes mortels. Et ceux qui arrivent à trouver l'exact grain lié à leur vie pourraient stopper l'écoulement de leur temps et arrêter de vieillir. Les catophrane de la cité miroir de Shadespire ont d'ailleurs découvert comment transformer ce sable en verre et ont réussi à y stocker les âmes et les esprits de leurs défunts, qui pouvaient alors rester auprès de leurs proches, mais aussi transmettre leur sagesse et leur savoir. Son pouvoir peut aussi être détourné entre les mains d'un nécromancien pour relever des armées entières de morts. Malgré le fait que la nécromancie puise dans la magie de Shaiish, elle est complètement à l'antithèse de sa nature. Être exposé trop longtemps au sable sépulcral attire l'âme du porteur petit à petit vers Shaiish, pour ensuite ne laisser qu'un corps vide. Le sort persistant de ce domaine est le soleil violet, qui prend la forme d'une sphère d'améthyste avec un crâne sur sa surface. Certains prétendent qu'il s'agit du visage de Xerius, le dieu de la fin d'un des sous-mondes de Shaiish. Ce soleil est donc considéré comme l'incarnation physique de la fin et de la mort. Tout ce qui se trouve dans sa vicinité se voit graduellement transformé en statue d'améthyste. De par sa nature, beaucoup de cultures des royaumes mortels voient cette manifestation comme le visage du nécroséisme. La magie grise d'Ulgu est le domaine des ombres. Elle est liée au mensonge, à l'illusion, mais aussi à la rétribution, car le symbole d'Ulgu est l'épée du jugement, semblable à l'épée de Damoclès, qui rappelle à tous, nobles paysans, que personne ne peut échapper au jugement. Ulgu est la force immatérielle de beaucoup de facettes de l'esprit. Sa pierre de royaume est la fausse pierre. Elle est surnommée ainsi car elle semble se cacher spontanément aux yeux des mortels, et a donc généralement la forme d'objet banal, ce qui en fait l'une des pierres les plus difficiles à identifier. Cependant, ceux qui ont une vision magique assez aiguisée peuvent les voir telles qu'elles sont. Pour eux, elle est semblable à une toile d'araignée flottant dans une brise invisible. Lorsqu'elle est déplacée, elle change d'apparence pour se fondre dans son nouvel environnement. Elle est souvent utilisée en la mélangeant à d'autres matériaux pour occulter leur véritable nature, même contre des sorts ou des miracles révélateurs. Les illusions créées par la pierre sont aussi capables de paraître réelles au toucher. Leurs potentielles blessures infligent même des douleurs réelles. Il arrive même qu'elles recréent des êtres proches morts, ce qui fait que leurs utilisateurs finissent par perdre leur perception de la réalité et sombrent dans une paranoïa où ils doutent de tout. Ils sont aussi touchés par une sorte de malédiction qui fait que ceux qui les ont connus les oublient, et même leur histoire écrite finit par être effacée. Elle peut aussi provoquer des besoins compulsifs de mentir continuellement. L'un des sorts persistants d'Ulgu est le portail pénombral, une paire de deux miroirs brumeux qui peuvent faire voyager des sorts entre eux. Les mages s'en servent donc pour lancer leurs sorts sur de plus grandes distances. Cependant, les sorts ressortent changés de ces portails, comme s'ils étaient imprégnés de la magie d'Ulgu. Ceux qui observent leur tourbillon d'ombre peuvent parfois y voir des formes dans ces vagues, qui leur rappellent des indices de secrets ou de souvenirs oubliés. Ce sort a été l'obsession d'une célèbre savante de Ish nommée Grandeltorp. Elle a longuement expérimenté dessus pour en comprendre le fonctionnement. Elle aurait trouvé un moyen de se transformer elle-même en lumière pour passer à travers ces portails. Elle en est cependant revenue changée et instable. Elle prétendait maintenant percevoir plusieurs dimensions. Une théorie voudrait que ces portails passent à travers la toile umbrale, une sorte d'étrange dimension labyrinthique constituée de magie d'Ulgu qui permettrait de voyager entre les royaumes. Jusqu'ici, les seuls qui semblent pouvoir s'y diriger sont Malerion, Morathi et leur traqueur des ombres.
La magie blanche de Ish est le domaine de la lumière. Cette magie représente l'illumination au sens propre et au sens figuré. De par le fait, c'est la magie des érudits, des enseignants et des chercheurs. Ces énergies sont aussi liées à la pureté, la symétrie, la vérité et la vivacité d'esprit. Ce vent tend vers l'équilibre et la stabilité, ce qui l'oppose fondamentalement au chaos. D'ailleurs, beaucoup de sorts de Ish permettent de s'en défendre et de le purifier. Sa pierre de royaume est l'Aether Quartz. Cette pierre est assez particulière car elle a la forme de faisceaux lumineux. Les peuples de Ish ont appris de Teclis comment la capturer dans des cristaux. La réflexion et les pensées de leurs porteurs se voient accélérées. Les Lumines utilisent cette pierre en très grande quantité afin d'avoir une clarité et une tranquillité d'esprit. Certains utilisent aussi les cristaux d'Aether Quartz en lentilles afin de diffracter ou de concentrer la magie. Exposés trop longtemps à cette pierre, les porteurs deviennent addicts à la clarité que leur apporte cette pierre. L'angoisse nourrie par leur dépendance finit par infecter ces pierres et leur fait perdre leur lumière. C'est d'ailleurs la mission des Sinari Catalar de les purifier. Un autre des effets secondaires de l'Aether Quartz est l'incapacité à pouvoir raisonner autrement que par la logique et la raison, devenant aveugle aux émotions des autres et devenant incapable d'en ressentir soi-même. L'un des sorts persistants de Ish est la palissade prismatique, une immense barrière cristalline aveuglante. Ce mur est immunisé à toute forme d'attaque physique et peut être par conséquent utilisé aussi bien pour empêcher les ennemis de charger que de fuir. Ceux qui contemplent ces prismes trop longtemps voient leur esprit prisonnier à l'intérieur et refaçonné par lui afin de mieux s'intégrer à la magie ordonnée de Ish. Si jamais ce sort est dissipé ou détruit avec succès, il peut laisser derrière lui de petites quantités d'Aether Quartz. Ce genre de choses peut d'ailleurs arriver avec d'autres sorts persistants lorsqu'ils explosent, laissant derrière eux la forme cristallisée de leur magie. Il y a un autre sort lié à Ish, mais aussi à Ulgu, qui se nomme les Géminides d'Ulgish, un sort persistant lié au sous-royaume qui se trouve entre Ish et Ulgu, et où se trouve aussi notamment la cité miroir de Shadespire, mais aussi la prison de Slanesh, le prince des excès. C'est un sous-royaume paradoxal, où des énergies opposées se mélangent. Les Géminides ressemblent à deux orbes, tournoyant l'un autour de l'autre, l'un fait d'ombre et l'autre de lumière. La partie sombre engourdit les sens et provoque des illusions. La partie lumineuse baigne ses victimes dans une lumière brûlante et remplit leurs victimes de vérité et de connaissances si complexes et nombreuses qu'elles brisent les esprits des plus faibles. Ceux qui y survivent en revanche éprouvent pendant un bref instant un sentiment d'omniscience. Sa lumière peut aussi accorder des effets bénéfiques aux alliés du lanceur de sorts en envoyant des images d'alliés ou de proches qui instillent l'espoir aux combattants. Voilà donc pour la présentation des 8 vents de magie, de leurs pierres de royaume et des sorts persistants. À l'avenir, je ferai sans doute des vidéos qui détaillera plus les sorts des différents domaines, aussi bien ceux des 8 royaumes que ceux des domaines plus uniques des autres factions. N'hésitez pas à partager quel type ou domaine de magie vous préférez. Moi dans mon cas, j'ai toujours eu un fait pour la magie de Gur, surtout la polymorphie. J'ai toujours aimé le concept de pouvoir se transformer en animaux. Si vous appréciez les vidéos de la chaîne et que vous pensez qu'elles vous ont apporté quelque chose, si jamais ça vous a donné envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, la chaîne est partenaire avec MyHobbyPlace où vous pouvez trouver des choses jusqu'à moins 20% et si vous utilisez le lien dans la description, ça fait une pierre deux coups en soutenant la chaîne. Vous pouvez soutenir ce que je fais en rejoignant le Tipeee dont le lien est aussi dans la description ou en devenant membre de la chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo que vous pouvez voir si vous êtes déjà abonné. Ne le faites que si vous pouvez et vous voulez bien sûr. Si vous êtes déjà abonné aux différents réseaux de la chaîne, ça peut aussi aider grandement sa visibilité. Merci infiniment d'avance à tous ceux qui soutiennent la chaîne et merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine!